Effectivement, vous l'avez souligné, le président de la FIDH est M. Karim Laïdji. Il est aussi président de la Ligue des droits de l'homme en Iran. Et nous avons une seconde organisation travaillant sur l'Iran, c'est Human Rights Center for Human Rights Defenders de Madame Shirin Ebadi. Je vois qu'il y a une pancarte au nom de Madame Mohammadi, qui est aussi une défenseuse des droits de l'homme qui fait partie de cette organisation. On voulait être présent ici. Alors, malheureusement, Monsieur Laïdji et Madame Ebadi ne sont pas là, mais leur pensée est là. Et on voulait être présent en solidarité avec cette manifestation, en solidarité avec les prisonniers politiques et avec notamment les syndicalistes en prison. On a ici la photo de Sharok Zamani, qui, comme cela a été souligné, vient de mourir il y a quelques jours en prison. Alors officiellement, il est mort d'une attaque. En réalité, on sait bien qu'il est mort de conditions de détention déplorables et de manque d'accès aux soins, lui qui se plaignait de torture physique et psychologique. Le cas de M. Zamani, le cas tragique de M. Zamani, est une illustration d'un contexte plus large, un contexte dans lequel les syndicalistes essayent de protester, essayent de s'organiser de plus en plus, mais c'est toujours aussi difficile. Et ce point des syndicalistes du droit du travail est une seule des illustrations, et il y en a beaucoup d'autres, qui montrent que malheureusement la situation des droits de l'homme en Iran n'a pas évolué sous la présidence de M. Rouhani comme on l'espérait. Il reste des milliers de défenseurs de droits de l'homme, de syndicalistes, de journalistes, d'avocats en prison en Iran. Ces personnes sont en prison tout simplement pour avoir tenté d'exercer leurs droits, comme nous le faisons ici aujourd'hui, de liberté d'expression, ou pour les syndicalistes, de droit de s'auto-organiser. Et toutes ces personnes sont jetées en prison pour des raisons qui nous paraissent incroyables, telles que attaque contre la sûreté de l'État, insulte au leader suprême ou propagande contre la nation. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que fait l'Union européenne? On est ici devant le Parlement européen et on a deux représentants du Parlement européen qui ont toujours été très actifs sur la question des droits de l'homme, y compris de l'Iran. On sait que le Parlement est une institution qui a beaucoup poussé en faveur des droits de l'homme en Iran, mais on sait aussi que le reste de la diplomatie européenne, que ce soit le service extérieur d'action ou les États membres, nous ont raconté pendant des années qu'il était très dur, voire impossible, de parler sérieusement des droits de l'homme avec l'Iran, puisqu'il y avait un dossier qui primait, c'était le dossier nucléaire. Alors sur le dossier nucléaire, on a depuis juillet un accord, donc on pourrait espérer pouvoir parler enfin sérieusement et que l'Union européenne engage les autorités iraniennes à ce propos. Cependant, ce qu'on constate pour l'instant, dans les différentes visites de haut niveau qu'il y a eu à Téhéran, que ce soit Madame Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, ou les chefs des diplomaties des États membres, tels M. Fabius pour la France ou M. Sigmar Gabriel pour l'Allemagne, le sujet des droits de l'homme reste malgré tout très marginal dans ces discussions. Donc ce qu'on craint dans ce contexte, c'est que il y a un nouveau dossier qui empêche à nouveau de parler des droits de l'homme. Après le dossier nucléaire, il va y avoir le dossier de l'État islamique, le dossier de la place de l'Iran dans le contexte géostratégique de la région. Et on ne veut pas entendre à nouveau pendant des années qu'il est trop compliqué de parler des droits de l'homme en Iran à cause de ces sujets. On sait que c'est avant tout le peuple iranien qui a souffert pendant toutes ces années de la guerre psychologique qu'il y a eu entre l'Iran et les puissances occidentales. Ce sont les Iraniens qui ont les premiers souffert des sanctions économiques qui ont frappé l'Iran. Ce qu'on prône en tant qu'organisation des droits de l'homme, c'est la levée de ces sanctions économiques. Par contre, il faut garder en tête que l'Union européenne a beaucoup d'autres leviers qu'elle doit pouvoir utiliser pour avancer les droits de l'homme en Iran. Il existe d'autres sanctions qui sont, elles, légitimes. Ce sont des sanctions contre les personnes qui ont violé les droits de l'homme en Iran. Ces sanctions courent jusqu'en avril 2016. Avril 2016, ça sera un mois après les élections générales de mars 2016. On est donc dans une période cruciale pendant laquelle l'Union européenne peut faire une différence. Elle a différents leviers.
l'Union européenne va mettre en place un dialogue politique de haut niveau, un dialogue de droits de l'homme. Il va y avoir des discussions sectorielles poussées. C'est à travers toutes ces entrées qu'il faut pousser le thème des droits de l'homme, notamment aussi l'ouverture d'une délégation de l'Union européenne à Téhéran dans les mois à venir. Donc voici pour les leviers, et pour ce qui est des enjeux, j'en ai déjà parlé, faire en sorte que les droits de l'homme ne soient pas à nouveau poussés en dehors de l'agenda à cause d'autres priorités. Faire aussi en sorte qu'on apprenne des erreurs du passé. C'est pas la première fois qu'il y a un réchauffement entre l'Union européenne et l'Iran. À l'époque de l'élection de M. Khatami, il y avait eu beaucoup de discussions poussées, des discussions sectorielles, mais ça n'avait pas été connecté à un agenda de droits de l'homme. Et la société civile en Iran avait aussi été laissée de côté. Donc il faut que l'Union européenne agisse différemment cette fois, notamment en parlant non seulement aux autorités, mais aussi et avant tout à la société civile et au peuple iranien. Et puis il y a aussi l'enjeu, ça a été beaucoup évoqué notamment par la Confédération internationale des syndicats, l'enjeu du business. Les hauts dignitaires européens qui sont allés en Iran ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec des entreprises. Ces entreprises vont investir et se posent la question de quel est le cadre de protection pour les travailleurs dans le cadre de ces investissements. Dans un pays où les syndicalistes ne peuvent pas s'organiser, où il n'y a pas de liberté d'expression, se posent des vraies questions, et l'Union européenne a les moyens et a le devoir de faire en sorte que ces investissements se passent dans le cadre d'un régime contraignant pour les investissements. Voilà, donc je vais arrêter là, mais je vous remercie pour l'invitation et on est vraiment de tout cœur avec vous. Et je passe ce message au nom de M. Karim Laïdji, président de la FIDH. Merci.